Ce livre politique est numéro 1 des ventes en France. Il s'agit de Le jour d'après de Philippe de Villiers qui est à mes côtés. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Alors vous êtes vraiment partout, sur tous les médias, sauf chez Quotidien, TMC, Yann Barthès. Là, il est quand même pour vous une petite épine dans le pied. Il a fait de vous une cible privilégiée. Il vous appelle d'ailleurs le fou du puits. Et il dit, il est de retour. Oui, alors vous voulez que je commente? Bah oui. Pourquoi vous n'allez pas chez Quotidien? Je perds pas de temps. Je vais chez les gens sérieux. C'est gentil, c'est gentil. Et pourtant... Donc, c'est un rigolo de kermesse pour moi. Donc, oui. Et il est plus drôle. Même pas drôle. Vous voyez, le fou du puits, c'est un truc qui a été fait il y a 45 ans, vous voyez, à peu près, par Libération à l'époque. Il faudrait qu'il se renouvelle, vous voyez. Allez, on passe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'ouvrage pour lequel vous êtes venu et qui est en vente sur la librairie du site tvliberté.com. Avant de ça, on va évoquer votre relation avec le président de la République, Emmanuel Macron. Voilà ce que vous en dites ici, en 2018. On vous écoute tout de suite. J'ai fini par lui dire, mais pourquoi vous êtes venu ici? Il dit, parce que je suis à la recherche de l'écho des tendresses françaises. Voilà. Et alors, je vais vous faire une confidence. Depuis qu'il est venu au Puy du Fou, il en parle, et ça l'a marqué. Et alors, il y a une sorte de lien amical. Le fait qu'il soit allé à Jeanne d'Arc, c'est un signe que, pour lui, la France n'a peut-être pas commencé en 1789. Vous voyez? Bon. Alors, il sait très bien qui je suis, ce que je pense. Et moi, je ne suis pas naïf non plus. Donc, je ne suis pas en train de dire à vos téléspectateurs « Ah, ça y est, Villiers, il est tout coiffé de Macron, parce que Macron est venu au Puy du Fou. » Mais je reconnais que nous, au Puy du Fou, par-delà le clivage droite-gauche, il y a ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus. Et ceux qui sont venus, il y a une petite cote d'amitié et de reconnaissance. Un lien amical, une cote d'amitié. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez quand même changé d'avis, si on lit Le jour d'après. Mais là, ce que je dis, je pourrais le redire. En fait, moi, j'ai créé une œuvre qui s'appelle Le Puy du Fou. Et j'ai beaucoup souffert d'être, par les gens comme Le Quotidien, etc., d'être mis sur le bas-côté pendant des années. Et tout à coup, il y a un gars qui est ministre de l'économie, socialiste, du gouvernement Hollande, et qui vient me voir à la rotonde. Moi, je suis à l'étage. À Paris. Ouais, il est en bas, il monte, et il me dit je voudrais vous rencontrer, je voudrais venir au Puy du Fou avec ma femme Brigitte, etc. Très bien, bon. Il vient, il reste un long moment. En sortant de la Sénécénie, il dit « Quelle ferveur !» Et ensuite, il me parle, il me reparle du Puy du Fou à plusieurs reprises. Et c'est l'occasion pour moi, à ce moment-là, d'aller plus loin et de lui dire « Attention, ce que je dis en 2018, attention, on est d'accord sur rien, hein, donc vous avez fait Jeanne d'Arc, vous avez fait le Puy du Fou, mais il faut la verticalité, il faut habiter le corps du roi. » Et voilà, et puis le temps a passé, c'est l'amitié dans la vérité, jusqu'au moment où la vérité est trop cruelle. Et si j'ai décidé de publier dans mon livre le dîner du dévoilement, que j'appelle le dîner du dévoilement. Un chapitre particulier, ouais, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est pas parce qu'il est venu au Puy du Fou qu'il faut l'exonérer de tout ce qu'il ne fait pas, ou de tout ce qu'il fait mal. Alors c'est vrai qu'un gars qui vient au Puy du Fou, on aime. Que ce soit le showbiz, la politique, on est content. Et après, il y a une petite cote, voilà. Mais vous pouvez comprendre ça. Hein. Bon. Mais ça suffit pas. Quand on est conscient des périls auxquels la France est en train de faire face, et à un moment donné, on n'accepte plus d'être une caution. Parce qu'en réalité, c'était ça.
C'est que lui, il se disait, Villiers, le Puy du Fou, ça me permet de toucher une aile conservatrice, libérale, souverainiste, etc. Voilà. Donc moi, je dis stop là. Et lorsqu'il y a ce fameux dîner... Alors, on est le 3 mars 2019. C'est dans un chapitre de l'ouvrage. Vous êtes l'invité du couple Macron, de Brigitte et Emmanuel Macron. Le dîner se déroule mal. Il suffit de lire l'ouvrage, même honnêtement très mal, parce que le président de la République menace de quitter la table. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça ne pouvait pas être autrement que cela? La confrontation entre vous et Emmanuel Macron ne pouvait aboutir qu'à une incompréhension de chaque côté? Alors, vous avez raison après coup, c'est ce que je pense, mais pendant longtemps, je me suis dit, faut que ça marche. C'est-à-dire que moi, je suis plus dans la politique, je suis pas un homme de parti, et je suis comme beaucoup de Français, il faut que ça marche, quoi, parce que ça va durer 5 ans, donc bon, essayons de tirer des bords, quoi, comme on dit dans le Vendée Globe. Essayons de lui faire passer des idées, etc. Et j'avais plutôt l'impression au début, sur la verticalité, qu'il m'entendait, il m'écoutait. Bon. Là, pourquoi ça a dérapé? Sur 2 questions. Alors, il y a eu l'affaire Vincent Lambert, où là, on a échangé, ça a commencé à frotter les garde-boue. Et puis, il y a eu la question de la PMA. Donc, pour moi, c'est essentiel, la question de la filiation. Je dis, si vous détruisez la filiation, vous détruisez la France. Et puis la question de l'assimilation, le défi migratoire. Il me dit, quelle est la question centrale pour vous? Je dis, le défi migratoire. Et là, il balaye ça, en disant, mais non. Et je dis, le mouvement décolonial. Et vous avez dit, la colonisation est un crime contre l'humanité, etc. Voilà. Et là, ce dîner, on est sorti du en même temps. Tant qu'il y avait le en même temps, on se disait, bon, ça peut basculer dans un sens, dans l'autre. Espérons dans le bon sens. Mais là, ce soir-là, je me dis, il considère la France comme un damier, il est prêt à accepter, il accepte, il revendique même le côte à côte de 2 civilisations qui ne sont pas miscibles, l'arabo-musulmane et la christiano-occidentale. Donc là, on ne peut plus. Donc là, l'amitié... elle disparaît quand la vérité est trop cruelle. Et on passe de l'homme qui était à la recherche des tendresses françaises, de l'écho des tendresses françaises, à Emmanuel Macron n'a pas le goût de la France, ce pays est trop vieux pour lui. La question, Philippe de Villiers, vous vous êtes trompé sur Emmanuel Macron? C'est Emmanuel Macron qui vous a trompé? Ah, ben, les deux. Hein. Je ne peux pas vous répondre, mais je prends ma part. Je suis un homme déçu et je me dis, mais quand il parle, par exemple, de déconstruire notre histoire, donc, il va de plus en plus loin, quoi, vous voyez. Et donc, je me suis forcément trompé, puisqu'il m'a trompé. Voilà. C'est un éloignement ou c'est une rupture? Est-ce que, concrètement, vous avez le président de la République au téléphone? C'est une rupture, c'est une rupture. Et Brigitte Macron, vous l'avez au téléphone, c'est pas une rupture avec Brigitte Macron? Ah non, c'est une rupture totale. On ne va pas jouer à Joujou Moumoute, là. Bon, ouais. On n'est pas comme 2 pêcheurs à la ligne qui s'émerveillent sur les carpes sauteuses de la rivière et qui échangent des petits secrets de fabrication de la patate, de l'hameçon, et qui discutent de la longueur respective de leur gaule. Ouais. Bon, là, on est sur des choses extrêmement sérieuses, de douloureux. Ou bien c'est la francisation, on reprend le travail de francisation chez nous, ou bien c'est la fin de l'aventure. C'est-à-dire que quand je parlais avec Macron, je lui disais la France peut mourir. Et en fait, il disait oui, mais non, elle va se renouveler. Mais ce que j'ai compris, c'est que lui, il voit la France comme un Gold, un Young, un jeune homme de Davos, Young Global Leader. Young Global Leader. Il a été fait Young Global Leader en 2016 par Klaus Schwab. Et alors, il est proche des Anywhere plutôt que des Somewhere. C'est la chanson de Jacques Brel, en fait, j'ai mis du temps à comprendre. Tu as voulu voir Vesoul et on a vu Davos. Et pour lui, la France est un espace expérimental. Mais pour tous les gens d'En Marche, c'est ça.
C'est hors sol. Et donc, en fait, je lui ai dit un jour, il y a deux solutions. Soit on refait des Français de passion et de désir, donc ça veut dire l'école, le roman national, l'histoire, l'art de vivre, la langue, et pas l'écriture inclusive. Soit on laisse grandir autour de nous des plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps et qui sont remplaçables, déplaçables, à la Attali, nomades, contrôlables, numérisables. Voilà, c'est l'homme du numérique. C'est l'homme du numérique, on va en reparler. Est-ce que c'est l'homme qu'il faut battre en 2022 pour que la France vive? Je pense, oui. 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 Mais alors, à partir de ce moment-là, bien évidemment, une fois que vous avez dit cela, c'est facile. Mais comment le bat-on, Emmanuel Macron? On le laisse faire seulement? Ah non, on fait ce que je fais. Oui. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, mon pays est peut-être en train de mourir, je descends sur l'agora et j'y reste. Donc je quitte ma charrue. Hein. Et mon Aventin, fut-il couvert de lauriers, parce que le Puy du Fou est une réussite mondiale. Bon, j'ai fait dans ma vie des choses, mais dans ma vie, j'ai mené en parallèle l'action concrète, Vendée Globe, Puy du Fou. Une société se sauve non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contrepente. Donc l'action politique, elle est incarnée, sinon on est un desperados. Et en même temps, j'étais un lanceur d'alerte. Donc là, je redeviens un lanceur d'alerte et je dis, au risque d'apparaître à mes lecteurs comme redoutablement inquiétant dans ce que j'écris. C'est un reproche que je vais vous faire. Oui, absolument. Bah oui, mais ce reproche me rappelle mon père quand il était jeune lieutenant au 15 à Metz avec le colonel Delattre, et quand il revenait à Paris, qu'il voyait ses tantes, les tantes lui disaient « Donne-nous des bonnes nouvelles !» 1938. Donc moi, j'ai pas de bonnes nouvelles. J'ai pas de bonnes nouvelles, mais en revanche, pour peu que on nomme le mal, qu'on désigne l'ennemi, et qu'on fasse les bonnes et les vraies analyses. Par exemple, si on appelle violence ce qui est le djihad, c'est pas pareil. Parce que la violence, elle est de tous les temps. Il y avait la violence gauloise, la violence romaine, la violence des Visigoths. Bon, mais là, c'est pas ça, non? Là, on vit la guérilla, Boilam Sansal. Il nous avait averti, vous aurez la guérilla pour commencer. Les caillassages, les mortiers, Étampes, Tourcoing, la ville du ministre de l'Intérieur, les caillassages, les policiers qui ont peur, qui rentrent dans leur commissariat, le Premier ministre qui dit il faut protéger les policiers parce que les policiers ont peur, on protège les policiers, alors on va protéger les policiers qui protègent la population, parce que la peur a changé de camp, et puis c'est la guerre, parce que Rambouillet c'est la guerre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le djihadisme d'atmosphère, comme dit Keppel, c'est plus un islamiste là. Il a dans son petit cabas un Coran et un tapis de prière. Il arrive au commissariat, voilà, il meurt en martyr. Et donc là, il nous oblige à réfléchir à l'idée de l'islamisation de la France. Parce que, comme le dit très bien Rémi Brague, l'islam est un islamisme patient. L'islamisme est un islam pressé. Vous avez dit une réaction. Dans un an, l'élection présidentielle, on vient d'en parler à l'instant, il y a une date 2022. Vous avez été candidat plusieurs fois à la présidentielle. Vous savez qu'à des moments donnés comme cela, on peut changer les choses, qu'on peut essayer au moins de changer les choses. Qu'est-ce qu'on fait en 2022? Qu'est-ce que vous faites, vous, en 2022? Alors, moi, je ne sais pas. Vous quittez l'Agora? Vous êtes toujours dans l'Agora pendant que ça se passe ailleurs? Sur l'Agora, votre charrue, alors? Sur l'Agora, mais sans tourner en rond, oui. Pas facile. Alors, l'Agora, ça veut dire mêler ma parole à la conversation civique, pour commencer. Avertir les Français. Vous dites, on vous voit partout, etc. Ben, ça va continuer. Voilà. Parce que je supporte pas. J'aurais pu, vous savez, quand j'étais petit, j'étais très bon pour faire des radis et des chicorées. Salade. Ma mère disait, c'est le meilleur pour la chicorée. Oui.
Et puis en quatrième, j'étais bon en rotin. Je faisais des paniers en rotin. J'étais premier de ma classe en rotin. Vous savez, le rotin, je vois bien quand même. Ouais, voilà, les cache-pots. Et donc, c'est une voie que j'aurais pu suivre. Et quand on est retraité, comme c'est mon cas, voilà, entre les scénarios du Puy du Fou et le jardinage, j'aurais pu. Bon, là non. Vous voyez, pourquoi? Parce que, en fait, je serais malheureux devant mes radis. Je vais voir mes citrouilles, je me dirais non, il n'y a pas en ce temps-là, honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle, sauf s'il a la lyre et la voix de Néron. Donc, non. Donc vous êtes et la voix qui réveille. Alors, une des voix, il y en a d'autres. Mais concrètement, pour l'élection présidentielle. Alors, en fait, l'élection présidentielle, il y a deux choses. Il y a, premièrement, le bouillonnement du pays. Vous allez voir quand on va être déconfinés, débaillonnés, démasqués. Là, vous allez voir les colères rentrer. Parce qu'il y a un moment donné, on va dire, attendez, vous nous avez enfermés pendant 1 an, on va quand même pas voter pour le geôlier. Bon. Mais ça va plus loin que ça. Ça va être une avalanche. Et il y aura des coulées de lave aussi. Voilà. Et de tout ça sortira quelque chose. En tout cas, je le souhaite et je veux y contribuer. Pas pour moi. Moi, c'est fini. Moi, je cours après à rien. Vous voyez, rien du tout. Donc pour vous, c'est fini. Définitivement fini la politique. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne recherche rien. Voilà. Si les circonstances faisaient que, etc., dans l'histoire, on ne sait jamais. Hein. Alors, il y a 2 mots qu'il ne faut pas prononcer en politique. Vous le savez. Non, jamais, toujours. Oui. Et donc, simplement, il y a les circonstances. Voilà. Et il y en a qui y pensent, pardonnez-moi, Philippe de Villiers. Oui. Regardez, Éric Zemmour, il écrit dernièrement, il fait un papier sur Jacques Bainville, sur un ouvrage de Christophe Dickès, sur Jacques Bainville. Et il dit, Bainville, le grand regret de sa vie à Bainville, c'est de pas avoir fait de la politique politicienne, enfin, d'être allé dans l'arène politique. C'est son grand regret. Est-ce que ça peut être le grand regret d'Éric Zemmour? Vous êtes son ami, vous étiez l'autre jour sur CNews, vous avez les mêmes points de vue, vous partagez les mêmes points de vue. Vous savez ce qu'il veut? Alors, Éric, c'est un très très bon ami. Hein. Je le connais depuis très longtemps. Ça a l'air. Oui. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il est très courageux. Incroyable. Incroyable. Il a peur de rien. Donc, merci de me donner l'occasion de le saluer. Voilà vous inquiétez pas, on se parle. Voilà. Bon. Et donc, je vous dirai rien d'autre, évidemment, mais il fait partie des gens qui, lorsqu'ils se couchent le soir, n'ont pas l'angoisse d'un sommeil tranquille de petits bourgeois, de la mondialisation heureuse, ou du sommeil inquiet du gars qui se dit « alors, ils vont nous déconfiner ?» Non. Le sommeil de l'angoisse pour savoir si demain la France existera encore. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça, il y a Michel Onfray, j'en vois de plus en plus, c'est merveilleux. Enfin, vous voyez bien, vous êtes un homme politique, vous regardez les sondages aussi. Vous avez regardé toute votre vie les sondages, vous les regardez, faites attention à ce qu'ils disent. Mais quand c'est un mouvement qui mène vers Mme Le Pen, 48% au second tour, on se dit qu'il n'y a pas à réfléchir. Ah, alors, les sondages, alors, vous avez tout à fait raison, vous avez très bien résumé les choses. D'ailleurs, vous prenez un air très sérieux pour me poser une question. Je pose la question que je trouve sérieuse. Question piège. Non, si vous la considérez comme telle, vous la considérez comme telle. Un vieux briscard. Certainement. Qui s'est décrypté. Je ne nie pas. Là, c'est la question est tout à fait anodine. On n'est plus habitué à ça. Bon, alors je vais vous répondre. Je vous en prie. Là, on est dans la période de congélation. Tout est congelé. On est à la glaciation. Bon. Donc aujourd'hui, les sondages, ça veut rien dire. Mais rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si les sondages étaient pris dans le glacier, un bâton de rouge à lèvres. Les spéléologues faisaient des expériences comme ça dans le temps, il y a 2 ans, vous voyez, ou il y a 1 an et demi. Voilà. Alors ça donne... Bon. D'accord. Il y a 5 ans, Mme Le Pen était à 32%. Macron est très haut. Macron est très haut parce que le premier réflexe du prisonnier, c'est d'aimer son geôlier. Oui, c'est le syndrome de Stockholm. Ça commence comme ça. Mais après, quand on va être libéré, quand on va pouvoir se retrouver, quand on va pouvoir se parler, quand on va pouvoir exprimer ses colères rentrées, quand on va pouvoir dire « mais tout ça, ça a servi à quoi ?» J'ai l'impression que vous ne voulez pas me parler de Marine Le Pen. Et donc non, parce que c'est la question qui viendra à ce moment-là,
Et je vous en parlerai à ce moment-là. Après la décongélation, je vous parlerai de la course des petits chevaux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on verra s'organiser la course des petits chevaux. Mais on ne sait pas à ce moment-là ce qui se passera. Voilà. Il y a un cheval qui a pris de l'avance, semble-t-il. Alors, oui, mais oui, on peut dire ça, un cheval qui a pris de l'avance. Et il y a même un couple qui a pris de l'avance, Macron-Le Pen. Mais pour avoir vécu plusieurs élections présidentielles comme vous, quand on regarde les sondages un an avant, et le résultat, ça n'a strictement rien à voir. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Donnez-moi. En 1994, j'ai mon succès aux Européennes avec Jimmy Goldsmith. Vous battez Nicolas Sarkozy. Fin 94, oui. Fin 94, le patron de Paris Match, Théron, je crois, m'appelle et me dit on va faire une photo de vous sur un bateau à l'île-Dieu, la une, la surprise qui monte. Et j'étais à 12% et Chirac était à 13%. Là-dessus, Séguin rejoint Chirac, il fait son truc à la porte de Versailles, la fracture sociale, et puis je suis liquidé. Voilà. Donc, c'est meurtrier la politique. C'est un système de va-et-vient et de cornues alchimiques. Après, les Français font leur mélange. Mais c'est jamais à l'arrivée comme au départ. Voilà, je dis ça. Voilà. Le fait que Marine Le Pen soit haute dans les sondages indique quelque chose, qui est la même chose que le succès de mon livre. C'est qu'en fait, il y a un ras-le-bol, quoi. Il y a un ras-le-bol des classes populaires, un ras-le-bol des classes moyennes, et il y a une peur qui parcourt le pays au point qu'il y a des officiers en retraite qui disent « attention au délitement ». Oui, ça c'est nouveau. C'est nouveau. Ça c'est le grand échec d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que non seulement il nous a enfermés, mais pour faire plaisir à Barthès, je vais reprendre mon expression, il a laissé se déchirer les tissus conjonctifs de la France industrieuse. Je trouve que l'expression est belle, et comme elle est de moi, je peux la citer. Et je sais ce que c'est que la France industrieuse. Toutes les petites PME qu'il ne connaît pas, lui il connaît la Startup Nation. La Startup Nation, elle est en EHPAD. Voilà. Et deuxièmement, il a laissé se dresser, et je le lui avais dit, un mur invisible, d'ailleurs Gérard Collomb aussi lui avait dit, son ministre de l'Intérieur, un mur invisible entre une société et une contre-société. La société française traditionnelle, qui perd et son corps et son âme, qui perd sa raison d'être, qui perd sa mémoire, qui perd ses repères. Vous vous rendez compte que pendant le Covid, on a voulu faire la loi sur l'euthanasie, on a fait la loi sur la PMA, on a fait l'avortement à 9 mois, c'est-à-dire l'infanticide, on a fait surtout ce qui est passé inaperçu, sauf ici sans doute, une loi qui autorise les chimères, c'est-à-dire le mélange d'embryons d'animaux et d'hommes. Je me souviens du professeur Lejeune qui m'a dit « je ne pense pas qu'on aille jusque-là ». C'est-à-dire qu'on est aux portes du transhumanisme. Le transhumanisme de Google, de Jeff Bezos, de tous ces gens-là qui numérisent nos algorithmes et qui s'apparentent à une théophanie numérique, c'est-à-dire une vision du monde dans laquelle le nouvel article en vitrine, c'est l'immortalité. Mais pas pour tout le monde. Pour les Éloïs, comme dit le roman The Time Machine, mais pas pour les Morlocks. Pour les Éloïs, c'est ceux qui auront droit aux prothèses, mais pas pour les Morlocks, ceux qui vivent sous terre et qui craignent la lumière et qui travaillent pour ceux qui vont avoir le droit de vivre. Et donc, moi, je ne veux pas de cette société-là pour la France. Et je vous dis ça parce que à l'instant, je vois dans le journal Le Monde 2 nouvelles importantes. Premièrement, le passeport sanitaire, ça y est. Donc je le décris dans mon livre, je dis attention, ça c'est l'identité numérique. On y va tout droit. C'est-à-dire que c'est le contrôle total. Et deuxièmement, les algorithmes soi-disant pour récupérer des données sur les terroristes. C'est-à-dire qu'on va, le mouchard, c'est-à-dire le géant du numérique, va donner aux gendarmes vos algorithmes. Tout,
sur vous. Voilà. Et donc ça s'appelle une société totalitaire, mais Big Brother, mais on en est très loin. On est très loin. On a les pauvres, le meilleur des mondes, Huxley, ce sont des enfants de cœur. C'est ce que vous dites dans l'ouvrage, on revient à l'ouvrage, on va quitter Macron, c'est un pion, mais vers cette vision du monde de demain, et vous dites en gros, aujourd'hui, on passe du politique au biopolitique, c'est-à-dire que le pouvoir politique agissait sur les territoires, aujourd'hui, le pouvoir biopolitique, il s'exerce directement sur les populations, ça confirme ce que vous me disiez à l'instant. C'est cet événement qui est un point de bascule historique. Ah, il y en a 3 points de bascule. Le premier, quand on prend un tout petit peu de hauteur, celui-là est essentiel. Mais il y en a un premier, c'est le confinement généralisé. Au Moyen-Âge, on confinait les mal portants, on ne confinait pas les bien portants. Il y avait la quarantaine, il y avait le lazaret, il y avait la crécelle. Aujourd'hui, on confine les bien portants. On a comme fini sa frontière. Donc, on n'a pas voulu de la frontière extérieure, on a les frontières intérieures partout et les frontières domestiques. Donc, c'est la première erreur majeure. C'est-à-dire qu'on a arrêté, on a mis un pays en coma artificiel. C'est totalitaire. C'est-à-dire qu'on prétend sauver des vies, mais on en a fait mourir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous allez voir à la sortie, la file d'attente, ce ne sera pas le vaccin, la file d'attente, c'est devant le tribunal de commerce. Toutes les petites PME. Deuxièmement, Macron, qui a peur du pouvoir, en fait, qui n'aime pas le pouvoir, il a confié le pouvoir au tirage au sort avec la Convention citoyenne, au hasard donc. Et il se débarrasse du pouvoir, au commissaire pour les vaccins, à l'État profond pour le reste, et au biopouvoir. C'est-à-dire au conseil scientifique du maréchal Delfrécy, à qui il a donné les pleins pouvoirs le 13 mars 2020, en disant c'est la science qui commande, c'est un vrai saint-simonien. C'est-à-dire les saint-simoniens qui, j'ai appris ça à l'ENA, substituent au gouvernement des hommes l'administration des choses. Ça, c'est une deuxième erreur fatale, parce que, forcément, ça donne de la politique une conception prophylactique. Mais la vie politique, la grandeur de la vie politique, l'honneur de la politique, c'est toutes les vies. La vie créative, la vie affective, la vie familiale, la vie sociale, la vie festive, la vie culturelle, la vie spirituelle. C'est pas que la vie au sens prophylactique. C'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on vit. C'est pas ça une société. La politique, c'est pas ça. Sinon, le biopouvoir suffit. Et d'ailleurs, c'est Foucault, qui n'est pas tout à fait de mon bord, qui avait prévu ça. Il dit, voilà, ils termineront avec le biopouvoir, la biopolitique. La biopolitique, ça consiste à réduire la politique à la question de la survie au sens biologique. Bon. Et la troisième erreur, c'est la distinction entre les essentiels et les non essentiels. Et je raconte dans mon livre que ce que nous avons vécu a déjà été joué. Le 18 octobre 2019, il y avait des gens qui savaient qu'il y aurait... Enfin, qui se doutaient. Sinon, ils n'auraient pas fait un exercice. Je vous invite à aller le voir. Je ne sais pas si vous l'avez fait. C'est fantastique. Il y a tout. Il y a tout. Et il y a même un gars qui dit il y aura les non essentiels et les essentiels. Le mot, la sémantique. Il y a toute la trousse. En clair, c'est un exercice qui est mené par les sociétés privées d'ailleurs, pas par les États qui ne sont pas là. Hein, c'est très important ce que vous dites. Hein, pas par les États. Qui simulent une pandémie qui arriverait d'ailleurs. Alors on peut imaginer les États entre eux, ou même les Nations Unies, qui simulent une pandémie. Bon, déjà, ce serait bizarre. Ils simulent une pandémie, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils savent des choses que nous, on ne sait pas. Une pandémie, et surtout, pas de frontières. Hein. On ne remet pas de cloison. Hein, parce qu'il faut garder la mondialisation heureuse. N'oublions pas que derrière tout ça, il y a les géants du capitalisme de surveillance, du capitalisme globalisé qui veut faire du fric. Il y a des profiteurs d'épidémies comme il y a des profiteurs d'épaves. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a confiné le pays et ça continue. Et ça paraît naturel maintenant. Et vous savez, une mesure politique, quand elle est prise, elle peut resservir. Ensuite, on a donc confié le pouvoir au biopouvoir. Ça va continuer. Ça y est, ça continue. Passeport sanitaire, on y va. Et puis demain, l'identité numérique pour nous surveiller, pour notre bien, toujours pour notre bien. Et puis enfin, donc, essentiel, non essentiel. C'est très intéressant. Les bistrots sont fermés, les restaurants sont fermés. C'est-à-dire les lieux de la convivialité. Où d'ailleurs on peut critiquer le gouvernement. Aux zingues. Ça, c'est fermé, ça. Durablement. Ouais, il faut qu'ils crèvent, ces gens-là, vous comprenez? Parce que
Et je cite Klaus Schwab, dit, on peut très bien, le e-commerce, e-bistro, il n'y a plus besoin de restaurant. Ouais. Il le dit très bien, Schwab. Le président du forum de Davos dit on n'a plus besoin de restaurants. Ça va échapper, Philippe de Villiers, que là, aujourd'hui, au moment où nous parlons, Combini et Facebook ont fait un partenariat pour dénoncer sur les réseaux sociaux tous ceux qui complotent avec cette notion de Great Reset, de grande réinitialisation, en évoquant Klaus Schwab. C'est du complot, ce que vous évoquez? Alors c'est très intéressant ce que vous dites. J'ai apporté quelque chose. C'est que, vous voyez, l'autre jour sur RTL, il y a un journaliste qui s'appelle M. Pernin. Il a dit Philippe de Villiers invente un soi-disant exercice de simulation. Et il se réfère à un article du Monde. Et donc, voilà, je vous ai apporté l'exercice de simulation. J'ai transcrit en français. Il est sur Internet et dans mon livre, je donne toutes les références. Et j'ai regardé l'article du Monde qui parle d'un exercice de simulation, mais qui dit que ce n'est pas un exercice d'anticipation. Je dis exactement la même chose. Et puis, comme j'aime pas qu'on me cherche quand je dis la vérité, qu'on me traite de complotiste, j'ai trouvé ça, un document qui montre que le journal Le Monde reçoit des subventions annuelles de M. Bill Gates. Voilà, c'est QFD. Et donc, faut qu'ils arrêtent sur le complotisme, parce que quand on traite quelqu'un de complotiste et qu'il démontre qu'il dit la vérité, alors il y a un mouvement de panique. On se dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi vous voyez? Là, le docteur Véran, qui aurait mérité d'être le ministre de la vérité d'Orwell, franchement, il en a la classe. Ces gens-là qui nous ont dit le masque sert à rien, puis maintenant le masque il faut le mettre dehors, puis maintenant le masque dehors, etc. Bon, les vaccins et tout ça, etc. Enfin, on voit bien, on est dans une espèce de nébuleuse du mensonge. Donc ces grands menteurs, qui sont des professionnels du mensonge, et qui sont en train de nous dire complotistes, ah oui, mais moi, toute ma vie, depuis Sciences Po, on m'a dit d'abord facho, à Sciences Po. Bon, j'étais là, à la fin, là, fils de résistant, tout, donc facho, bon, parce que j'étais pour l'ordre et la loi. Bon. Après, au moment de Maastricht, conspirationniste. Ah là, conspirationniste, ça c'était Delors. Après, on a dit, vous êtes hors du cercle de la raison. Ça c'était Alain Minc. Les anti-maastrichtiens étaient hors du cercle de la raison. Puis après, il y a eu populiste, Orban, populiste. Zemmour, populiste. Ben, comme dit Zemmour, le populisme, c'est le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir. Et maintenant, c'est complotiste. Alors, complotiste, il y a des rubriques maintenant dans les médias mainstream, complotiste, oui. Et c'est marrant parce que quand j'ai écrit mon livre sur le fil, j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu, j'ai découvert que dans les mémoires de Monet, Monet raconte comment il a fait la communauté du charbon et de l'acier, la CED, etc. Et il dit, nous étions des conspirationnistes. Nous étions un commando qui travaille dans le secret. Donc, c'est eux, les conspirationnistes. Ceux qui nous enferment, ceux qui ne nous disent pas la vérité, ceux qui nous mentent à longueur de journée. Par exemple, le passeport sanitaire, je sais très bien où ils veulent nous emmener. Je le dis, j'explique dans mon livre. Qu'on me lise. Et c'est extraordinaire parce que chaque jour, quand je lis les journaux, je me dis ah la vache, je suis un médium ou quoi? Pour la grande réinitialisation, on reconnaissait qu'il n'y a pas de conspiration. Klaus Schwab est un autogénaire, qui n'est pas un médecin d'ailleurs. Il dit les choses ouvertement, c'est publié sur Internet, il n'y a pas de conspiration. Il dit, voilà, on a une opportunité avec le Martial, Covid. Non, c'est pas ça la question. C'est que moi, dans les médias mainstream, on me dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de reset? Pourquoi vous êtes allé chercher ça? Le reset. Comme si j'avais inventé le reset. Et donc, je vous ai apporté effectivement le livre. Voilà le reset, la grande réinitialisation. Donc, c'est pas moi. Donc, il y a des gens... et donc, il dit, Klaus Schwab, il dit à la page 278 de son livre,
il dit, écoutez bien, c'est pas moi qui dis ça, il dit la pandémie nous donne cette chance, 2 points, elle représente une fenêtre d'opportunité rare, etc. Une fenêtre d'opportunité. Donc, pour changer le monde, pour le réimaginer. Oui, voilà. Alors, je suis le premier, en fait, à faire le lien dans mon livre entre 2 notions qui font la une des médias, la réinitialisation, la grande réinitialisation, le Great Reset et la cancel culture. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert qu'il y a des cartes de transformation de la société produites par le Forum de Davos qui utilisent les mêmes mots que la cancel culture, c'est-à-dire inclusion, équité, LGBT, minorité, climat. Et donc en fait, il y a la sémantique qui ne devrait pas nous tromper. Reset, c'est on remet à 0. C'est la table rase. C'est toujours cette idée révolutionnaire de l'homme générique de Marx ou de la Révolution française. Donc, le Great Reset, on remet à 0. La cancel culture, cancel, annulé, on annule. C'est-à-dire, on annule, on efface, on anéantit le passé et on repart sur autre chose. Alors, cette autre chose, c'est, par exemple, l'Opéra de Paris, il faut revisiter le répertoire, parce que la Bayadère, le Lac des Cygnes, il y a trop de blanchité. J'invente rien, hein. C'est dans les journaux. Il y a tout un article dans le Figaro récemment. Et donc bientôt donc la lutte des races qui nous arrive d'Amérique, Assa Traoré, etc. L'intersectionnalité, enfin toute cette logomachie qui est en train de nous détruire et de nous culpabiliser. Et en face de ça, on a des élites globalisées qui ne prononcent plus le mot France. C'est pour ça que je suis là avec vous, c'est pour ça que je suis là avec vous. Vous dites d'ailleurs qu'il y a un mondialisme 4.0 qui se construit, où il y a une alliance de circonstances, si j'ai bien compris, entre les mondialistes, une vraie rencontre historique, et avec les écolo-sociétalistes, et avec l'évacuation du sentiment national. Alors, oui, il faut comprendre pourquoi. En fait, il y a eu un premier compromis historique entre les libéraux et les libertaires. Les libéraux voulaient la liberté planétaire pour faire un marché planétaire, la marchandisation du désir, le divin marché. Et les libertaires voulaient, c'est fils spirituel de Cohn-Bendit, ils voulaient no border, no limit. Donc les limitations marchandes et anthropologiques. Bon, on a vu ce que ça a donné. Les libéraux étaient d'accord avec ça parce qu'ils disaient les familles, c'est le patriarcat, alors que si on a, par exemple, des clients individuels, vous voyez ce que je veux dire, ils consommeront plus, etc. Donc c'était bien vu leur truc. Sauf que ça a pollué. La mondialisation heureuse, elle a pollué. Elle a pollué beaucoup, elle a tellement pollué que les écolos ont dit nous, on n'est plus d'accord. Et ils ont été rattrapés, les écolos sociétalistes, par les géants du numérique, qui leur ont dit mais attendez, on va numériser ensemble pour décarboner. Et donc, en fait, il y a ce deuxième compromis historique, au nom du CO2, qui est le nouveau virus, entre les géants du numérique, qui ont reçu la nouvelle Jeanne d'Arc, Greta Thunberg, qui écoute ses voix sur Instagram, et qui est allée à Davos pour être adoubée. Donc, entre les géants du numérique et les écolos sociétalistes. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, voilà, on va faire la chasse au CO2 ensemble par la numérisation du monde. Et là où il y a une imposture, c'est qu'il y a une dame qui s'appelle Madame Rodin, Florence Rodin, qui a écrit un livre qui dit que les data centers polluent 5 fois plus en 2025 que l'aviation civile. Donc c'est une imposture à l'abri de laquelle les géants du numérique ont absorbé les Khmers verts. Les Khmers verts, c'est 1, la décroissance, 2, la décarbonation. La décroissance, c'est le délit d'écocide qui fait que, par exemple, les industriels français qui voudraient relocaliser, ils disent « Attendez, c'est trop dangereux avec les juges qu'on a. » Parce qu'on a les juges de la fin de l'Ancien Régime. Là, il faudrait un Maupoux qui revienne et qui les mette dehors. En leur disant « Maintenant, ça suffit, les juges. » C'est le peuple qui vote la loi. Donc, vous devez l'interpréter, point final. Et donc, on a la décroissance, la décarbonation et la transformation, c'est ça leur ambition, la transformation de la société en un camp de rééducation permanente. L'islamo-gauchisme, etc. Vous voyez bien, le sapin de Noël, et tous les symboles, quoi. Pas de problème pour les mosquées, mais les églises, c'est fini, etc. Ce sont ça, les Verts. En fait, ce sont des révolutionnaires.
Ce sont des gens qui veulent détruire l'ancienne société. Vous nous promettez dans cet ouvrage, le jour d'après, l'hépatisation de la vie avec un tiers accompagnant. Vous dites c'est l'auxiliaire de vie digital. Et vous dites, notre société, elle coule à pic, nous sommes en perdition. Et face à cela, il y a des gens qui réagissent de cette façon. Je vous propose d'écouter Baptiste Marchais. Il était sur TV Liberté il y a quelques jours. C'est un grand sportif, un influenceur, comme on dit, un youtubeur. Et voilà un propos qu'il tient et qui est très abondamment commenté. Écoutons-le. Et j'invite tous les Français de notre bord à partir, parce que c'est nous qui tenons la France. S'il n'y a plus ces gens-là en France, mais combien de temps ils tiennent sans nous? C'est triste, mais ça me déchire le cœur de partir, vous croyez quoi? Bien sûr que ça me fait chier, j'ai envie de vivre ici. Mes ancêtres, ils sont ici. Ma vie, elle est ici. Mais on n'a plus le choix, il faut le comprendre. On n'a plus le choix, il faut le comprendre. Vous le comprenez? Non. Il est formidable. Un Gaulois réfractaire. Bon. Mais non. On n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Mais oui, mais en vous lisant, Philippe de Villiers... non, mais vous dites les autres, c'est nos borders, nos limites. Oui. Mais vous, c'est nos futurs. Ah non, c'est comme Éric Zemmour, c'est le suicide français, c'est le mot fin que vous êtes en train d'écrire. Non, mais vous rigolez ou quoi? Je rigole pas. Mais non, mais attendez. J'aimerais rire de ça. Je peux vous répondre? Ah ben je vous en prie. Il y a une solution. Est-ce que c'est la solution? L'aventure française. Retour à l'aventure française. C'est-à-dire, par exemple, on va commencer par l'économie, le plus délicat. Il faut refaire une industrie française. On a vu avec la mondialisation heureuse, l'Organisation mondiale du commerce, ou plutôt l'Organisation commerciale du monde, que les gens qui disaient, Chirac et les autres, tous les hommes politiques, Balladur, etc., toute la droite votait pour ces gens-là, en disant mais l'industrie c'est fini. Voilà. Bon, maintenant les médicaments sont fabriqués à 80% en Asie. C'est-à-dire qu'on a perdu notre industrie. Bon. Donc il faut retrouver notre souveraineté industrielle, économique. C'est une illustration. Mais plus globalement, il faut retrouver la France. C'est-à-dire que, je vais être très concret, si on décidait, non pas de jouer à la marelle comme M. Blanquer, mais de recréer une école française qui ne serait plus confiée pour les historiens à des médecins légistes qui cherchent les dernières plaies vives dans le cadavre, au lieu de chanter nos romances, nos épopées, nos héros, eh bien, si demain on recrée une école française où on apprend l'histoire, l'art de vivre à la française, si on dit par exemple, non, il n'y a plus de tenue du 7e siècle ici, on est en France. Donc je suis d'accord avec M. Marchais. Il n'y a pas de voile, on est en France. Il y a un art de vivre à la française, et là-dessus, on ne transige pas. Qu'est-ce qui se passera? Alors, en supposant qu'on ait évidemment rétabli les frontières, parce que vous ne pouvez pas gérer un stock si vous ne gérez pas le flux. Donc il faut arrêter. Bon, le stock, c'est-à-dire les gens qui sont en France, il y a deux solutions. Soit ils font le choix d'aimer la France et de vivre, comme disait Saint-Augustin, on vit à Rome comme les Romains. Donc ils vivent en France comme des Français. Parce que l'État impose la France, y compris à l'école. Vous allez apprendre l'histoire de France. Vous allez apprendre plutôt du quelqu'un que Darmanin, vous voyez. Bon. Quelle que soit votre religion, par exemple si vous êtes musulman, vous allez vous éloigner du djihad, de l'oumma, de la charia. Parce que c'est pas la France, cette dimension politique. Vous allez vous éloigner des pays d'origine qui financent les mosquées, parce que c'est pas la France. Et vous allez apprendre à loger dans vos cœurs un peu de nos patries charnelles. Et on va vous aider. On va vous aider parce que... Vous dites à votre téléspectateur, est-ce que vous avez des téléspectateurs qui vous apprécient, qui vous écoutent, qui vous suivent ici sur TV Liberté depuis des années? Vous leur dites quoi? Parce que là, dans les 212 pages, Philippe de Villiers, dans les 212 pages, avec chaque mot compte, parce qu'on peut vous faire confiance, chaque mot que vous prononcez, que vous écrivez est réfléchi. Eh bien, il y a une phrase. La France est dans un état de coma végétatif. Elle doit retrouver un signal, celui de l'insurrection des esprits. C'est quoi l'insurrection des esprits? D'ailleurs, les gens ont mal compris.
compris, certains ont compris l'insurrection, vous en ont fait le reproche. L'insurrection des consciences. Concrètement, on dit quoi? Vous qui avez créé le Puy du Fou, vous qui avez vu que cette Union soviétique était capable de s'effondrer au bout de 70 ans, vous dites qu'il faut une insurrection des consciences. Comment la fait-on concrètement? Eh ben, je viens de vous le dire, mais je n'ai pas dû être explicite. Non, non, il faudrait peut-être 212 pages pour l'expliquer. Non, attendez. Si on a demain... Concrètement. Si on a demain une classe politique qui retrouve la France, vous voyez, pas les valeurs de la République, aujourd'hui, de quoi ils parlent tous? Il dit la protection de la France, pas de la France, de notre espace, enfin de l'Europe, de cette... Bon, ils ne parlent pas de la France, le mot France n'est pas prononcé. Et c'est un lapsus. Ils disent, alors il y a les valeurs de la République, il y a les droits de l'homme, la laïcité. Putain, la laïcité. Bon. La laïcité, ça a été inventé par le christianisme. Rendez à César ce qui est et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc on ne va pas nous faire la leçon là-dessus. Bon. Les droits de l'homme, etc., la non-discrimination, tout ça. Mais tout ça, c'est des codes. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas avec des codes qu'on va rendre les gens amoureux. La France, une nation, c'est un lien amoureux. Il faut réinventer un peuple amoureux. Voilà. Et moi, j'ai la méthode avec mon expérience, justement, parce que j'ai fait le Puy du Fou. Quand je suis arrivé à la tête de la Vendée, les Vendéens baissaient la tête. On avait un taux de chômage qui était très important, etc. Et regardez aujourd'hui ce que c'est devenu avec le Vendée Globe, etc. Donc je sais. Mais c'est la méthode qui consiste à prendre un peuple et à lui rendre sa fierté, mais c'est enfantin, Martial. Mais je vous le dis, les yeux dans les yeux, c'est enfantin, c'est une question de volonté. La question qu'on vous pose, c'est est-ce que c'est foutu? Est-ce que c'est foutu? Ah mais surtout pas. Alors, je veux dire, ça sera foutu le jour où on nous interdira nos aides-mémoires, notre littérature et notre histoire. Alors, on peut mutiler notre art de vivre, nous obliger à vivre comme des bêtes, nous obliger à vivre comme des étrangers chez nous. On peut faire beaucoup, mais il reste l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, c'est un rêve. La France est un rêve tramé dans l'étoffe des songes. Et ça, quiconque va s'approcher du défilement de Roncevaux va entendre en lui l'écho du corps de Roland. C'est beau. Même si c'est désespéré. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux, les chants immortels qui sont de purs sanglots. Mais pourquoi il y a autant de gens qui viennent au Puy du Fou? Incroyable. Ce sont des âmes appelantes et suppliantes. Et qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Rendez-nous nos racines. En fait, M. Marchais, ce qu'il dit, à sa manière, et c'est super parce qu'il réagit, quoi. Et il réagit. Il a un réflexe. Il dit, ça suffit maintenant, on n'est plus chez nous. C'est le sentiment d'être étranger chez soi. Et en fait, Christopher Lasch disait, le sociologue américain, le déracinement déracine tout sauf le besoin d'enracinement. Ce besoin d'enracinement, c'est ça la question clé de la présidentielle. Si on y répond par une politique de civilisation, alors il y a des mesures à prendre, vous voyez, mais ce que je vais vous donner un exemple. Il y a une dame qui est une journaliste de grand talent, qui s'appelle Sonia Mabrouk. Elle est d'origine tunisienne. Je la connais bien. Elle aime la France. Et à un moment donné, elle s'est dit, ça suffit maintenant, je fais un livre qui s'appelle L'insoumission française. Extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, en fait, elle a décidé d'aller sur l'Agora. Elle est journaliste. Elle se fait insulter. Et elle dit, il faut aimer notre pays. Voilà. Donc ça, c'est formidable. Voilà, c'est une des illustrations de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que la France, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité depuis que la France existe d'un étranger qui arrive en France et qui ne succombe pas à l'envie d'aimer la France, à condition qu'on lui permette de nous ressembler. C'est-à-dire qu'il faut deux choses. Il faut deux choses, et je comprends très bien votre trouble. Si la France cherche à ressembler à ce qu'elle n'est plus ou à ce qu'elle n'est pas, il n'y a aucune chance qu'on agrège des gens qui ne nous connaissent pas et qui ne peuvent pas nous découvrir. Je vais être très concret. Un jeune musulman qui pratique sa foi, il a en lui, et il avance avec un cœur de feu, une lame de feu. Vous n'arrêtez pas une lame de feu
avec un code de la route, avec les valeurs de la République. Ils s'en foutent. Et ils ont raison. C'est-à-dire que il faut leur dire ceci. Et moi, je peux vous dire avec mon expérience, parce que j'ai l'expérience du Puy du Fou, il faut leur dire ceci. Bon, vous avez vos héros, vous avez votre histoire, vous avez vos gloires, vous avez vos grandeurs, souvent qui nous divisent d'ailleurs. Vous avez votre imaginaire collectif. Ben, vous êtes chez nous maintenant. Et nous, on vous propose notre imaginaire, nos grandeurs, nos héros, nos saints, nos romances, nos épopées, notre récit. Et vous allez l'aimer. On va vous apprendre à l'aimer. Et vous aurez envie de nous ressembler. Parce que dans notre regard, il y a un tel rayonnement et un tel amour de notre pays que vous allez succomber. Comme Romain Gary qui disait « Je n'ai pas une goutte de sang français et pourtant la France coule dans mes veines ». Merci Philippe de Villiers. Le jour d'après, ce sera un prochain jour. Un prochain jour. Merci beaucoup. Vous avez ce livre qui vous attend sur la boutique du site tvliberté.com. Merci Philippe de Villiers d'être passé sur TV Liberté. Merci à vous.